Ok, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour CryptoStack Academy. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que le petit rebond que nous offre le Bitcoin actuellement, bien qu'il soit légèrement timide, vous offre un petit peu d'espoir vis-à-vis de la tendance à court terme et de la position cyclique du BTC. Aujourd'hui, une vidéo qui va être un peu plus courte que d'habitude. On va observer sur le rebond local actuellement qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que cette tendance a un intérêt en termes haussiers? On va voir s'il y a les ingrédients nécessaires pour redonner de l'espoir au Bitcoin ou si on est vraiment en train de migrer peu à peu vers un territoire de marché baissier. Et ensuite, en seconde partie de vidéo, je vais faire un petit erratum sur la présentation d'une donnée dont la lecture était une nouvelle fois erronée. Et ça va nous permettre d'avoir un cas d'école classique sur la complexité de l'étude des données on-chain et pourquoi c'est un domaine fascinant en constante évolution et dans lequel il faut rester toujours alerte et remettre en question nos schémas de pensée, littéralement. On va se lancer dans l'analyse tout de suite. Petit rappel simplement de la position cyclique dans laquelle se trouve le BTC. Rappelez-vous que une de mes méthodes favorites pour savoir si nous sommes en bull market ou en bear market, c'est d'utiliser une étude statistique sur le prix réalisé, donc le prix moyen d'achat de tous les bitcoins en existence, qui est ici représenté en orange, le realized price. C'est le prix moyen d'achat de tous les bitcoins qui ont été accumulés sur le marché à ce jour, hein, une valeur d'à peu près 56 000 $. C'est une valeur qui sera très intéressante si jamais on rentre dans un bull market sérieux, parce que lorsque le prix du BTC chute sous ce niveau, on entre dans une zone d'opportunité générationnelle très très intéressante. Et donc, cette valeur, donc du prix réalisé, on peut en faire une étude statistique avec une moyenne de toutes les valeurs historiques, une moyenne cumulée ici présente, une moyenne supérieure qui va nous donner historiquement les points hauts de tous les marchés haussiers précédents, et une borne statistique basse qui historiquement a donné les points bas de tous les marchés baissiers précédents. Donc on est quand même sur quelque chose qui a un très très bon track record, qui a un très très peu d'alpha decay, qui donne vraiment une très très bonne information. Et donc aujourd'hui, on va pas se poser la question de est-ce qu'on va atteindre la borne hausse ou la borne basse d'un coup, hein, c'est pas vraiment la question, d'ailleurs on va les enlever, ce sera encore plus simple. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout ici la moyenne cumulative donc de ce prix réalisé, ce que j'appelle ici le juste prix, qui nous permet de savoir si le BTC est dans un contexte de bull market ou dans un contexte de bear market. Vous voyez bien que dans l'histoire du BTC, il y a des moments où le BTC est en dessous de cette zone. La majorité du temps, c'est qu'on est dans un contexte de bear market. Et on a des contextes où on est au-dessus. Et vous voyez que c'est une frontière qui permet quand même assez bien, finalement, de délimiter un bull market d'un bear market, et notamment les phases de transition entre les bull market et les bear market. Et c'est là que je veux vous emmener. J'aimerais apporter votre attention sur la dynamique des deux précédents cycles et de la transition notamment entre la fin des marchés haussiers et le début des marchés baissiers du cycle de 2017 et du cycle de 2021. Parce qu'il y a une dynamique en cours actuellement qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir par le passé. Laissez-moi vous expliquer. À la fin du bull market de 2017, le prix a chuté sous ce seuil du juste prix avec pas mal de volatilité, a créé un rebond local pour revenir tester cette zone, l'invalider et ensuite rentrer finalement dans un vrai bear market où on a eu des opportunités d'achat sous des seuils dont on parlera si nous sommes réellement en bear market. Donc il y a eu clairement un rebond, un test de confiance, et une fois le test de confiance invalidé, on rentre dans le bear market final. Très très intéressant. On a eu quelque chose de particulièrement similaire lors de la transition entre la fin du bull market de 2021 et le début du bear market en début 2022. Vous voyez ici une correction d'à peu près 20-30%, à peu près les mêmes valeurs que ce qu'on a actuellement depuis l'ATH de l'époque. On a un bottom local, on a un test, un rebond et puis un test de cette zone, et ensuite on vient l'invalider et on rentre dans le bear market, et du coup on trouve des zones d'opportunité majeures. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Mais on voit quelque chose de particulièrement similaire, finalement. J'enlève ici les valeurs. On voit qu'on a chuté, après avoir d'ailleurs, je le souligne, rebondi pendant quasiment la totalité de l'année 2024 et 2025, rebondi sur cette zone, ce qui donnait un support très très intéressant au bull market jusqu'à présent, rebondi sur cette zone du juste prix. Maintenant, on est passé en dessous. Et là, on a un rebond technique, et mon scénario simple, efficace, pour confirmer, parce que de mon point de vue, on est déjà un pied dans la tombe. Là, on est déjà en train d'entrer dans un territoire de bull market, mais comme on l'a vu sur les deux cycles précédents, on a toujours un petit rebond technique qui vient nous faire retester cette zone, donc juste prix qui est aux alentours des 103 000 $, donc un petit peu au-dessous des 100 000. Donc ce à quoi je m'attends dans les prochaines semaines, c'est potentiellement, idéalement, une reprise du BTC jusqu'au niveau des 103 000 $, ce qui nous permettrait d'avoir un test de confiance, et à partir de là, on pourra savoir si
les investisseurs ont confiance, s'ils se disent ok, bon bah à ce prix-là, moi je préfère racheter parce que j'ai tendance dans la confiance à court terme, ou ah bah non, moi à ce prix-là, j'ai vraiment pas confiance, je préfère sortir à break-even ou avec un tout petit peu de perte, limiter les pots cassés et je me casse parce que honnêtement, j'ai pas confiance dans la tendance. Ça, c'est la dimension que je voulais vous apporter. Il y a aussi une petite dimension supplémentaire qu'on peut ajouter, c'est simplement, excusez-moi, le fait qu'on ait le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui est ici signalé en cyan, qui coïncide parfaitement avec cette zone. Donc vous savez que le prix réalisé à court terme, c'est une zone, enfin c'est un seuil on-chain qui nous permet de définir les tendances à très court terme, haussières ou baissières du marché du BTC, qui isole des opportunités d'achat très intéressantes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'elle coïncide particulièrement bien aux alentours des 103 à 104 000 avec la moyenne cumulative du prix réalisé, le juste prix. Et donc, cette zone est la zone de résistance majeure que j'ai envie de voir tester au cours des prochaines semaines pour confirmer ou non si nous sommes en bear market. Si on arrive à récupérer cette zone et qu'on passe au-dessus, pour moi, le bull market est sauvé. Si on utilise cette zone comme résistance et qu'on replonge et qu'on descend sous les valeurs actuelles, bah c'est bon, c'est fini, on est en bear market et c'est pas grave parce que, comme vous le voyez, en bear market, on a des opportunités d'achat qui sont aussi particulièrement intéressantes et on pourrait, pourquoi pas, s'attendre à avoir un prix qui va chuter aux alentours, pourquoi pas, des 50, 60. Ce serait déjà très bien. Honnêtement, je serais tout à fait disposé à acheter un BTC aux alentours des 60 000 $, vu les valeurs actuelles. Ça ferait déjà une chute de 50%. Ce serait déjà tout à fait acceptable. Donc ça, c'est la première dimension de ce que je voulais vous montrer. Actuellement, on a un pied dans la tombe, de mon point de vue, mais historiquement, si on se réfère au cycle passé, on a toujours eu une période de test. Et cette période de test, pour l'instant, elle n'a pas encore été effectuée. On est potentiellement en train de la faire avec ce rebond. Ce qui m'amène à la réflexion qui suit. Est-ce qu'on est capable de mesurer s'il y a suffisamment de demandes sur les marchés pour alimenter un rebond de manière viable? Parce que pour que le prix monte, il va bien falloir qu'il y ait deux mécaniques. Soit qu'il y ait de la liquidation de short squeeze, enfin de liquidation de position short, qui viennent du coup pousser le prix avec un short squeeze vers le haut, soit il faut simplement qu'il y ait de la demande spot ou la demande futures. Idéalement, de la demande spot, parce que la demande futures, comme nous le savons, c'est une demande qui a tendance à fragiliser les hausses et les rebonds, et donc on aimerait vraiment avoir de la demande spot. La deuxième partie maintenant, on va s'intéresser du coup au flux récent sur les exchange spots, sur les ETF, pourquoi pas aussi sur les marchés futures. On va regarder un peu les liquidations et on va se demander, bon, est-ce que il y a suffisamment de conditions de demande pour que ce rebond soit alimenté de manière viable? Du point de vue des ETF, no spoil, non, pas du tout. Les ETF n'ont absolument montré aucun signe d'intérêt. On a eu pas mal de distributions aux alentours des dernières semaines. Je vous avais signalé lors de la dernière analyse qu'on avait un ralentissement de la pression de vente sur les ETF, ce qui était plutôt positif et ce qui pourrait augurer un rebond qui est en train de s'effectuer. Donc jusque-là, ça s'est plutôt bien passé. Mais vous voyez les valeurs enregistrées par les ETF récemment. On est à quelques centaines de BTC d'achat ou de vente par jour avec des valeurs qui sont très très neutres, très très faibles comparément à ce qu'on a pu connaître précédemment. Ça m'indique une chose, c'est que les investisseurs institutionnels ne voient pas dans l'action de prix actuelle de valeur. Ils sont encore hésitants. Ils se demandent, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est vraiment l'opportunité qu'on attend? Ou est-ce qu'on n'est pas encore un petit peu méfiant? On n'est pas sûr, hein. On n'a pas tout de suite envie de se mouiller. Donc ça, déjà, ça peut nous indiquer que les institutionnels sont frileux actuellement. Donc la demande qui vient des ETF spot est clairement timide. Quid des exchange spots? On pourrait se dire, bon, ok, les exchange spots, peut-être qu'il y a autre chose. Après la réduction de la pression de vente nette qu'on avait vue sur les exchange spots, que j'avais aussi identifié et qu'on avait aussi auguré pour parler d'un rebond, pression de vente qui venait majoritairement de Binance, que vous voyez ici en orange, eh bien, on commence à peine là, en cette fin de semaine, à avoir de la demande spot. Donc, idéalement, si on arrive à se maintenir sur les niveaux actuels aux alentours des 90-91, peut-être qu'en début de semaine prochaine, on pourrait avoir des bonnes surprises sur les exchange spots qui pourraient revenir avec une force de demande assez conséquente. Pour l'instant, on est à peu près sur 1 millier de BTC, un peu moins d'1 millier de BTC achetés par jour sur les exchange spots. C'est pas foufou. C'est pas les valeurs qu'on a pu connaître durant les phases d'expansion des précédentes où on avait des fois plus de 1000 BTC achetés par jour, voire un peu plus. Pour l'instant, on est encore sur des valeurs relativement basses, mais c'est pas non plus déplaisant. Il y a encore quelques jours, je trouvais que justement l'absence de demande spot avec l'hésitation qu'on avait sur les exchanges aux alentours de début de semaine, là, au niveau du 24-25 novembre, et c'était pas foufou. Là, pour l'instant, on commence à avoir un semblant de demande, donc c'est pas encore ça, mais ça commence à être encourageant, il va falloir voir comment ça évolue. Maintenant, on sait ce qui se passe sur les marchés spot. On sait qu'il n'y a pas de demande sur les ETF, on sait qu'il commence à avoir un tout petit peu de demande sur les exchange spots, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés futures, sur le côté des spéculateurs? Eh bien, après avoir eu un ralentissement de la pression de vente, on a eu une nouvelle accélération de la pression de vente, ce qui indiquait qu'on avait des positions ouvertes short qui retournaient
sur les marchés dérivés, positions qui se sont manifestement fait en partie liquider, comme on va le voir dans le graphique qui va suivre. Mais actuellement, si on regarde les marchés futures, eh ben, en fait, on a un petit peu de demande sur Bybit, à peu près 1200 BTC achetés en position longue là durant les derniers jours, mais on a aussi encore de la pression de vente sur Binance, aux alentours de 800 BTC vendus en short. Donc on est plutôt indécis aussi sur les marchés futures. Donc les ETF sont incertains, les exchange spots achètent de manière relativement timide, il faudra voir si ça s'intensifie ou pas. Et du côté des spéculateurs, bah, c'est plutôt timide, pour l'instant il n'y a pas trop de volume, et puis c'est plutôt neutre. Donc en fait le marché actuellement il n'a pas vraiment de réels moteurs qui permettent d'alimenter une hausse, hein. C'est bien le problème d'ailleurs. On pourrait toujours arguer du fait que on peut quand même aller chercher de la liquidité short sur les marchés dérivés, comme on est en train de le faire actuellement. On a déjà eu quelques petites itérations de chasse aux liquidités. Je veux bien l'entendre. Si on dézoome un petit peu, vous pouvez voir que, en effet, on a quand même des amas de liquidités short qui se sont très très bien accumulés au-dessus du prix, ce qui pourrait augurer un short squeeze très très intéressant, notamment aux alentours de la zone des 96-98, qui pourrait nous ramener à récupérer les 100 000 et donc les deux bornes ici dont je vous ai parlé en début de vidéo, donc le prix réalisé à court terme et la moyenne cumulative du prix réalisé / juste prix, aux alentours des 103, 104, c'est vraiment ce que je regarde. Et donc il y a un monde, excusez-moi, il y a un monde dans lequel on va rechercher cette zone grâce aux liquidités short, mais pour l'instant rien n'est gagné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes spot, et parce qu'il y a eu un petit peu de demande futures, et regardez ce qu'elle a fait la demande futures, elle a créé de nouveaux clusters de liquidités longues sur les marchés dérivés, et ça va fragiliser nécessairement la hausse. Donc je n'ai aucune certitude sur le fait que la direction du BTC va s'orienter à la hausse. Peut-être qu'on va aller liquider entre 86 et 82, et qu'ensuite on va repartir, ou peut-être que ça va même nous plomber encore plus. Pour l'instant, c'est très difficile à savoir, et on n'a pas, de mon point de vue, les éléments qui pourraient nous permettre de constituer une hausse viable. Surtout, on n'a pas de demande spot. Donc voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme information, un petit topo, un petit suivi de la dynamique du rebond à court terme. Là. Donc idéalement, il faut récupérer les 103, 104. Sur les ETF, on n'a clairement pas de demande. Sur les marchés spot, on commence à avoir un petit peu de demande, mais ça reste timide. Sur les marchés dérivés, pour l'instant, on n'a pas grand-chose non plus. Et en termes de position de liquidité, on a clairement plus de liquidité short à aller chercher pour un short squeeze à la hausse. On peut quasiment aller jusqu'aux 113 000. Mais on a rajouté aussi de la fragilité à la baisse, donc le constat est plutôt mitigé. Voilà qui fait le tour du petit suivi. J'espère que la semaine prochaine nous offrira à son ouverture une forte demande de la part des exchange spots et des ETF qui pourra stimuler justement ce genre de squeeze et nous permettre de récupérer au moins les 100 000 et au-delà. Maintenant que cela est fait, je voulais faire un petit erratum sur la présentation d'une donnée que je vous ai faite au cours des derniers jours. Je vous avais parlé du fait qu'on a notamment accumulé à court terme pas mal de BTC aux alentours des 85-84. Je vous avais dit ici, aux alentours de cette zone, on avait à peu près 700-800 000 BTC qui ont été accumulés. Et je me suis bien planté. Je me suis bien planté et ça montre encore une fois qu'il faut être très tatillon avec les données on-chain parce que j'ai pris par principe que le transfert qu'il y avait eu ici, c'était un transfert d'accumulation alors que c'est absolument faux. On a un thread Twitter très très intéressant que je vais vous mettre en lien dans la vidéo qui explique qu'en fait, en date du 22 novembre, date auquel on a enregistré du coup cette potentielle supposée accumulation, en date du 22 novembre 2025, on a eu des migrations du TXO de la part des wallets de Coinbase, donc simplement Coinbase a décidé de manager ses UTXO d'une certaine façon. Et donc, il y a eu à peu près 286 transactions qui ont déplacé à peu près 800 000 BTC. En fait, c'était une consolidation du TXO. On avait 10 800 UTXO avant la migration. On en avait 286 après. Donc, en gros, l'idée, c'est simplement de consolider des UTXO pour gérer plus simplement les UTXO ensuite et aussi réduire les frais de transfert. Et ça a impacté pas mal de métriques on-chain, notamment, vous pouvez le voir parce que c'était des BTC qui étaient plutôt récents. Ils ont été impactés sur les valeurs et de rentabilité des investisseurs à court terme. On voit ici, par exemple, une prise de perte majeure de la part des investisseurs à court terme de à peu près 250 millions. Et bah, cette valeur-là, peut-être que les valeurs qui sont à côté, elles sont justifiées, hein, mais cette valeur-là en particulier, isolément, eh bien, c'est une valeur qui est fausse et qui est liée à ce transfert dont parle ici Sani, un compte Twitter que j'apprécie particulièrement. Je vous conseille d'aller tester un peu ce qu'il offre sur son petit site web. Donc en gros, il nous explique simplement qu'on a eu des BTC qui ont été déplacés, que ça a impacté pas mal les métriques on-chain et que du coup, certaines données à court terme, notamment sur la rentabilité à court terme et ce qui s'est passé aux alentours de novembre 2025, eh bien, sont des données qui sont erronées. Donc à partir de maintenant, lorsqu'on va parler de ce graphique, notamment la distribution des coûts de base, eh bien ici, il faudra savoir que ici,
Ces données-là, ce sont des données qui ont été des BTC transférés en interne par Coinbase et ce ne sont pas un comportement d'accumulation de la part d'investisseurs individuels. C'est simplement Coinbase qui a décidé de faire joujou avec ses fonds, de les réarranger et bien sûr, ça a pu impacter les métriques on-chain. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions si ça n'était pas suffisamment clair. Simplement un transfert de BTC qui supposément aurait pu être interprété comme de l'accumulation et en fait c'est simplement un transfert interne de Coinbase. Voilà qui fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On fait un suivi, je ferai certainement un petit suivi court dépendamment de ce qui va se passer avec l'ouverture des marchés lundi ou mardi prochain. Je vous ferai un petit topo dans le chat analyse comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao.